effectivement le processus mental. Donc ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que les scientifiques se penchent sur les processus de méditation, plus précisément le cerveau des personnes lors des processus de méditation, mais également les changements induits par la pratique méditative dans le cerveau des personnes qui sont méditantes depuis peu de temps, moyennement longtemps, très longtemps, et des personnes contrôlées. Donc, j'ai regardé là, ce sera plus facile. Donc, qu'est-ce que c'est que la méditation? Est-ce que c'est une technique de voyage? En fait, la méditation, c'est effectivement rentrer en contact avec son monde intérieur, et certaines techniques de méditation vont amener au voyage avant de verser aux états méditatifs. Qu'est-ce qu'on fait? Suivant les techniques qu'on utilise, ça va être soit de la méditation sur un processus de concentration, on va se focaliser au niveau attentionnel sur un point précis, ou des méditations en attention ouverte. Donc sur un point précis, ça peut être la respiration, comme on l'a un peu fait en pointillé ce matin, ou un point corporel précis, ou une image précise, ou un son précis. Alors qu'en attention ouverte, on va être plus sur une sensation, une qualité, autre chose. Quel que soit le processus, on vient faire appel à ce qu'on va appeler le mindfulness, donc cette conscience particulière qui est supposée développer certaines qualités de l'être humain. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Voilà, on développe quelque chose. C'est peut-être les bouddhistes qui en parlent le mieux, parce que c'est des écoles méditatives et qui ont des écrits millénaires qui nous parlent de tout ça. Et notamment, ce qui nous explique, c'est que si l'attention n'est pas entraînée, donc monsieur, madame, tout le monde, qui ne connaît pas ces techniques méditatives, et bien l'esprit vagabonde, mais il ne se contente pas de vagabonder, il vagabonde, mais il est très agité, et également le contenu des pensées ne va pas être très intéressant. Et donc on compare ça à des petits singes sautillants qui hurlent, qui crient, qui font n'importe quoi. Donc on parle d'esprit qui ressemble à ces petits singes. Alors qu'un pratiquant de méditation, son esprit va également vagabonder. Par contre, comme il développe l'observation de la nature des pensées, sa fréquence, sa qualité, etc., il va développer d'autres qualités, et on parle notamment d'équanimité, qui est donc une qualité d'humeur qui, pour les personnes pratiquantes, vont développer dans la vie de tous les jours une qualité d'attention, d'écoute, qui permettent à la personne non plus de réagir face aux événements qui se présentent à lui, mais d'agir, et d'agir de façon juste. Donc, quel est l'impact des pratiques méditatives? Si on reprend le petit graphe qui nous sert un peu à amener la thématique d'aujourd'hui, en fait, on est en plein dans les mécanismes qui sous-tendent la pensée spontanée, le vagabondage. On est ici au cœur de pratiques qui vont affiner l'attention à tel point que la façon dont les pensées spontanées vont apparaître, la façon dont l'esprit va vagabonder est modifiée. Quels sont les différents états de conscience qui sont décrits par ces textes millénaires dont je parlais précédemment? Il y en a 4. Il y en a 4, 3 qui nous sont connus: la veille, le rêve, le sommeil. Pour ces gens-là, le sommeil profond est un état de conscience. Mais il décrit également un 4e état. Et ce 4e état, il l'explique comme une synthèse des 3 états précédents. Comme si on pouvait être à la fois éveillé, dans un état de rêve et dans un sommeil. Et dans cet état-là, alors, on voit le monde différemment et on approche une qualité qui est non duelle. Qu'en disent les scientifiques quand ils regardent le cerveau des personnes qui sont en méditation? Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées à ce jour, certaines en IRM, d'autres en EEG, et sur les quelques diapositives qui vont suivre, je propose vraiment une synthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un cerveau qui vagabonde, et c'est un peu ce schéma-là qui en parle, avec des activations de certaines aires qui vous ont déjà été présentées aujourd'hui, qui correspondent effectivement au réseau du mode par défaut, le DMN, dont on parle depuis le début. Ce réseau est activé, et par la suite, on voit que le cerveau bascule sur un autre réseau, qui est le réseau de la salience, avec l'insula et le cortex cingulaire, où en fait, on pense que la personne en fait réalise qu'elle est en pleine distraction. Suite à cette réalisation, elle va réorienter son schéma, et sans lunettes, j'arrive plus à lire, et donc elle va passer au
réseau exécutif central, ou CEL, donc qui correspond à des activités dans le contexte préfrontal et aussi dans le lobe parietal. C'est une réorientation de l'attention qui va permettre au méditant de repasser une attention focalisée. Donc s'il est en train de se focaliser par exemple juste sur sa respiration, il observe sa pensée vagabonder et il revient à cette focalisation. Donc dans ce cycle, on voit qu'on est dans un équilibre entre le BMN, le vagabondage, et puis le réseau central exécutif qui reprend la commande en fait et qui va permettre de re-rentrer dans ce cycle. Vous allez me dire, bah, c'est comme avec son potolet. On est à nouveau dans un vagabondage mental et puis pim, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas et on réoriente l'attention. Oui et non. On est effectivement dans cette même oscillation, mais dans le cycle de méditation, ce n'est pas un événement extérieur qui fait qu'on va revenir dans ce cycle. C'est soi-même. C'est soi-même qui prend conscience. On est ici dans un mode où on est attentif à la nature de ce vagabondage, à sa fréquence, et on va reprendre la main sur le système. D'autre part, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'expérience, avec les quantités d'heures de pratique, la fréquence de vagabondage diminue et on change effectivement comment l'utilisation du DMN et du CEN opère. Quels sont les impacts de ces pratiques maintenant sur le cerveau lui-même? Qu'est-ce qu'on voit au niveau structural et au niveau des connectivités? Au niveau des connectivités fonctionnelles, on va voir que les réseaux changent de connectivité, également que la structure, effectivement, va changer. Au niveau des connexions, on retrouve bien sûr le DMN. Le DMN qui va changer un peu, et je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne le connais pas par cœur, mais une certaine partie du réseau va elle-même avoir des connexions plus fortes et d'autres moins fortes. Entre le DMN et les réseaux connexes, on a également des connexions qui sont plus actives. Le réseau de la science va changer et également le réseau exécutif central. On pense que ces changements en fait, correspondent à une nouvelle distribution des ressources cognitives, la fréquence moindre des pensées spontanées et à une distribution d'attention qui est plus dirigée dans la commande centrale, comme on l'a dit. Les changements structurels, on observe un épaississement au niveau préfrontal, un épaississement de l'insula et on retrouve l'amygdale dont on parlait plus tôt. Et ici, on pense qu'on est face à une meilleure régulation de l'attention. On est effectivement ici dans une école d'apprentissage de l'attention et une meilleure observation, compréhension des processus de pensée récentes. Le rétrécissement de l'amygdale colle bien avec l'idée qu'effectivement, face à des peurs ou face à du stress, il y a une meilleure résilience, une réduction de la sensibilité de ces différents processus. Il y a plusieurs hypothèses qui sont proposées de façon à coller ce qu'on comprend au niveau structurel avec ce que décrivent les méditants. Est-ce que ce quatrième état, dont parlent les écoles méditatives, peut être compris avec les observations faites par les scientifiques? Ce qu'on observe, c'est que suivant le niveau de pratique des personnes, et donc ici on parle de compétences plutôt que de pratique, parce qu'il y a des gens qui peuvent pratiquer beaucoup, mais peut-être pas être trop compétents, on observe qu'on passe d'un niveau de pratique méditative qui est plutôt contraint, c'est-à-dire qu'on est dans un processus où on se force à rester dans cet état méditatif, et il y a un point de bascule où effectivement s'asseoir et rentrer dans ces états de concentration et de méditation devient sans effort. Les propositions, c'est que ce point de bascule correspond au changement qu'on peut observer entre les méditants naïfs et les méditants qui commencent à avoir un peu de bouteille. Et le gros changement qu'on voit, c'est que le réseau central est beaucoup plus souvent activé que le DMN. Les gens qui sont des méditateurs avertis, donc des gens vraiment très avancés dans les processus, chez eux, on arrive à voir en fait une activation conjointe de ces deux réseaux qui, comme l'a expliqué Chantal ce matin, pour la majorité des gens ne fonctionnent absolument pas ensemble, ils sont anticorrélés.
Donc cet état où on pourrait observer une activation de ces deux réseaux ensemble pourrait correspondre à ce qui est décrit comme cette attention non duelle. Et la propose le groupe en fait, de recherche qui propose effectivement cette hypothèse nous propose de voir cette progression comme effectivement un changement structurel qui sous-tendrait l'idée que une personne conçoit très bien sa personne comme très différente de l'extérieur, son monde intérieur de son monde extérieur, mais aussi moi comme une personne et la personne en face de soi. Alors que les personnes qui s'entraînent de plus en plus et les personnes qui méditent depuis très longtemps parlent de ce monde intérieur et de ce monde extérieur qui sont une seule et la même chose, parlent de soi et de l'autre comme des personnes qui sont identiques. Et je finirai juste avec un petit texte de Montaigne que je vous laisse découvrir, qui n'est pas allé en Asie, j'imagine, mais qui méditait bien et qui en parle très bien. Si mes pensées se sont entretenues d'occurrences étrangères, je les ramène à ce que je suis en train